Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La population de l'Indénié rend hommage au président de la République pour ses actions de développement. La région bénéficie d'infrastructures routières et administratives. Les cadres, élus et populations communion avec le Premier ministre Patrick Achi ont salué les initiatives du chef de l'État. Un réseau de transvasement du gaz butane vient d'être démantelé à Ndautré. Depuis 2 ans, ces activités illégales sont pratiquées dans la commune d'Abobo. Cette opération consiste à transférer le contenu des bouteilles B6 dans les bouteilles B12 avant la mise sur le marché. Le ministre Bruno Koné-Nabagné était l'invité du Focus PND à la maison et du patronat au plateau. Focus PND est une rencontre initiée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. La CGC veut ainsi renforcer l'accès à l'information et le dialogue entre secteur public et privé pour une mise en œuvre efficiente du PND. Le président turc Erdogan a annoncé aujourd'hui la prolongation de l'accord international sur l'exportation des céréales ukrainiennes sans en préciser la durée. Ankara avait précédemment affirmé espérer une extension de 120 jours alors que la Russie insistait pour un accord de 60 jours. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le drame est survenu le 15 avril 2019. La cathédrale Notre-Dame de Paris est ravagée par les flammes. La peine des Parisiens est partagée par le monde et l'élan de solidarité est manifeste. Un roi ivoirien apporte sa pierre à l'édifice en faisant un don pour la reconstruction de la cathédrale. Amon Ndoufou V, roi du Sanvi, crée ainsi la surprise. Mais quelles sont juste les raisons profondes de ce geste de générosité d'un monarque africain à la France? La réponse se trouve justement dans le nouveau livre du journaliste écrivain Serge Billet, Prince Aniaba, le mousquetaire ivoirien de Notre-Dame de Paris. Bonsoir Serge Billet. Bonsoir Marie-Laure. Heureuse de vous retrouver. Merci. Eh bien, après votre dernier livre sur Houphouët-Boigny, vous nous invitez à faire un autre voyage, et c'est dans le temps, en nous replongeant dans le XVIIe siècle franco-ivoirien avec le prince Aniaba. C'est toujours l'histoire de la Côte d'Ivoire, parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire ne commence pas avec Houphouët-Boigny. On a tendance à oublier ce personnage qui était un personnage, à mon avis, important dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, puisque c'est lui qui crée les premières relations avec la France. Et on a tendance aussi à raconter un peu tout et n'importe quoi sur lui. C'est pour ça que je me suis replongé dans les archives avec tout ce qu'il y avait de nouveau pour pouvoir reconstruire tout son itinéraire depuis Assigny jusqu'au château de Versailles et également en Picardie où il était mousquetaire, le premier mousquetaire noir. Et c'est tout ça qui est raconté dans ce livre. Un vrai voyage donc que vous nous rapporterez ce soir. Vous nous en direz davantage dans la page culture. Ce sera dans une trentaine de minutes. Ce personnage, Aniaba, vous l'avez dit, vous a fasciné. Il est fascinant, absolument. Et pour les gens d'Assigny, c'est important de connaître cette histoire, mais pour les gens aussi de toute la Côte d'Ivoire, parce que c'est notre histoire. Nous serons donc instruits ce soir, tout à l'heure. Ce sera dans une trentaine de minutes. Vous restez pour le moment avec nous. On va voir en image l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara. Il est de retour en Côte d'Ivoire. Il a regagné Abidjan aujourd'hui même aux environs de 17 heures en provenance de l'Hexagone, en compagnie de son épouse, comme vous le voyez sur ces images, Dominique Ouattara. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président Timoko Méliès Koné, qui avait à ses côtés le Premier ministre Patrick Achi et des membres du gouvernement. Le président de la République, Alassane Ouattara, revient de France où il a séjourné pendant 2 semaines. Les populations de l'Indénié et Diablin rendent hommage au président de la République justement pour ses actions de développement. La région bénéficie d'infrastructures routières. Les cadres, élus et les populations en général, en communion avec le Premier ministre Patrick Achi, ont salué les initiatives du chef de l'État. Franck Quadio. Le pari de la mobilisation gagnée dans la capitale du Ndénié, Est ivoirien. Les populations reconnaissantes au président de la République Alassane Ouattara célèbrent ses actions de développement. Arrivée du Premier ministre, patron de la cérémonie et hymne national en langue locale pour planter le décor. Sentiment d'appartenance autour du drapeau et ferveur. Pour les forces vives de la région et même au-delà, les actions du président de la République sont porteuses du sens, progrès et du développement pour tous. Les populations de l'Indénié-Diablin, toutes tendances politiques, religieuses et civiles confondues, vous demandent de transmettre au président Alassane Ouattara leur profonde reconnaissance. Aujourd'hui,
Nous sommes heureux et fiers d'affirmer haut et fort que les promesses annoncées il y a environ 8 ans ont été amplement tenues. Et justement, dans la ligne du dicton populaire ici, tant que la marche n'est pas achevée, le balancement des mains ne s'arrête pas. L'autorité régionale relève des préoccupations, mais note toutefois de réelles avancées. Le président Alassane Ouattara est en train de réaliser le deuxième miracle ivoirien. Les vaillantes populations de l'indénié Gabelin disent merci à Alassane Ouattara pour ses prouesses, pour les nombreuses réalisations dans notre région. Vous me permettrez de citer quelques-unes. La réhabilitation de la route à Coupé, à Bangrou, à Nimblekro, le bitumage de 30 km de voirie dans la ville d'Abangrou. Des avancées possibles grâce à la politique sociale du président Alassane Ouattara et au Premier ministre Patrick Achi d'insister sur les valeurs caractérisant l'œuvre des bâtisseurs liées à l'action du chef de l'État. Tous ces succès de cette réussite que nous vivons aujourd'hui ne peuvent être le fruit du hasard. Derrière cette œuvre magistrale, force est de lire la main d'un architecte de génie. En effet, pareille prouesse est rarement l'œuvre d'un homme ordinaire. Si l'on n'est pas doué de talent tout particulier, il vous est quasiment impossible d'atteindre de tels objectifs en un temps aussi court. Au cours de ces décennies écoulées, il nous faut tous reconnaître que les obstacles furent nombreux, mais il a su les franchir un à un avec le calme, la sérénité et la sagesse qui sont la marque des grands hommes. Il faut donc taire les querelles et surpasser les égos. Le message du Premier ministre est aussi celui de l'engagement autour du président Alassane Ouattara. Il y va de la pérennité du développement de notre pays. Nous devons plus que jamais être unis, mais au-delà, dans tout le pays, faire bloc derrière notre chef, notre guide, dont les capacités et le leadership ont été prouvés et qui saura aujourd'hui comme demain nous conduire sur le chemin de la prospérité et du bonheur. Le célébrer en pareille circonstance est donc normal. L'Indénié, mais aussi le Diablin et le Moronou concernés par cette Côte d'Ivoire solidaire qui, selon le Premier ministre, place aussi la jeunesse au cœur de l'action gouvernementale. Pour 2023, Patrick Achi, qui pour finir, n'a pas dérogé à sacrifier à la tradition une visite à la royauté avec l'ensemble de sa délégation. Et justement, toutes ces régions bénéficient d'infrastructures routières et administratives. Les populations reconnaissantes au chef de l'État s'expriment au micro et de nos reporters. Nous les écoutons. Mobilisation exceptionnelle de l'Indénié Gabelin pour cette cérémonie d'hommage au président de la République Alassane Ouattara à Abengourou. Les populations sont venues de tous les hameaux et villages de la région pour dire merci au chef de l'État. Selon elle, sous la gouvernance du président Alassane Ouattara, l'Indénié Gabelin bénéficie aujourd'hui d'énormes infrastructures de développement. Entre autres, la réhabilitation complète de l'axe Abidjan-Abengourou, l'électrification de la quasi-totalité des villages de la région, la construction de plusieurs infrastructures hydrauliques, scolaires et sanitaires dans la plupart des villages et surtout la nomination de plusieurs fils de la région à des hauts postes dans l'administration ivoirienne. Quand je vois ce qu'il a fait en 12 ans par rapport à ce qui a été fait pendant près de 50 ans, je vais être satisfait. Donc il a fait vraiment ce qu'il fallait, fait ce qu'il faut. Il y a de nouveaux besoins, c'est vrai. Mais déjà, si on fait un bilan et un point de ce qui a été fait de 2011 à 2023, nous ne pouvons être que satisfaits. Il faudrait qu'on donne encore le pouvoir au président de la République. Si vraiment nous aspirons vraiment au développement de l'Indénié Gabelin. Cet hommage signifie que la population de l'Indénié ont choisi la voie du développement. Beaucoup a été fait pour hisser la région de l'Indénié Gabelin au rang des régions les plus développées du pays. Mais il y reste encore des actions à mener pour assurer le bien-être total des populations. C'est pourquoi elle demande encore qu'une attention particulière soit accordée à la région. En tant que producteur de café cacao, aujourd'hui, nous disons merci pour les voies qui ont été pour le village des voies. Nous demandons à notre très cher président de nous venir en aide encore pour pouvoir vraiment faire les voies qui sont en cours, à savoir à Bangourou, Bétier à Boisseau, la voie de Coconou pour venir à Propronou. Madame Dominique Ouattara a envoyé une somme au nom de Fafi
femmes. Vraiment, nous avons beaucoup utilisé. Ça a aidé beaucoup de femmes. Mais nous demandons encore à ce qu'elles viennent nous aider. Comme on le dit, et à son mari, ne garde pas la sauce. M. Alassane Ouattara, de venir nous aider. C'est un homme de parole et de confiance. Et je suis sûr que le tronçon de ce d'Abengourou, Amledia, d'Akro jusqu'à la Komoué, pour faire le pont sur la Komoué d'Aougro. La population de l'Indéné-Gabelin ont assuré au président de la République qu'elles ont décidé d'emprunter la voie du développement et donc prêtes à soutenir toutes ces actions pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Voilà, reportage réalisé pour vous par Herman Niamien. Le ministre de la Construction et du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné-Nabagné, était l'invité du Focus PND à la Maison du Patronat dans la commune du Plateau. Focus PND est une rencontre initiée par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. La CGCI veut renforcer l'accès à l'information et le dialogue entre secteur public et privé pour une mise en œuvre efficiente du PND, nous rapporte Jean-Luc Bangbo. Quand le bâtiment va, tout va. C'est par cette assertion que le président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire a justifié le choix du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme pour cette édition de son Focus PND. L'objectif de cette tribune étant d'informer et sensibiliser les entreprises sur les projets du Plan national de développement PND. Il s'agit pour nous d'identifier clairement ces différents projets et opportunités d'affaires qu'offre le PND pour le secteur privé national, de connaître leur niveau de maturité et leur disponibilité, afin que les entreprises puissent s'organiser pour les saisir collectivement ou individuellement. Le ministre Bruno Koné a ainsi fait un large tour d'horizon sur les opportunités d'investissement qu'offre son département ministériel, non sans évoquer les acquis et réformes qui en constituent les fondements. Pour accroître la production de l'ACD, nous avons mis en place ce qui s'appelle le système intégré de gestion du foncier urbain. Là aussi, c'est vraiment, je peux dire, une très grosse étape franchie, parce qu'il s'agit ici de numériser entièrement la chaîne de production. Donc tout cela permet aujourd'hui d'accélérer le processus de délivrance des actes administratifs, de sécuriser dans le même temps. Nous pensons que cela contribue à l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Entre un déficit de 600 000 logements à combler, des opportunités à très fort potentiel, un marché en plein essor qui booste les opportunités industrielles en matériaux de construction et un cadre réglementaire stable, le secteur de la construction reste un terreau d'investissement fertile pour le secteur privé ivoirien. Vous avez tout le potentiel, toutes les opportunités devant vous. Le secteur de l'immobilier, c'est 18% de croissance depuis 10 ans, et je dis bien 18% de croissance annuelle. 60% des investissements publics ont été réalisés dans le bâtiment et les travaux publics. Aujourd'hui, nous avons 3000 hectares de réserves foncières qui sont sécurisées. Nous avons en projet la création de 3 villes nouvelles dans la périphérie d'Abidjan, à Niama, à Bassam et à Jacquesville. Donc ça aussi, c'est des opportunités qui sont données. À travers une séance de questions-réponses, le ministre a apporté toutes les assurances au secteur privé sur la viabilité du secteur qui s'appuie sur des perspectives de long terme comme le renforcement de la sécurité et l'accélération du processus de délivrance des actes, l'achèvement de l'adressage du district d'Abidjan ou encore la réduction des conflits fonciers. Et je l'annonçais dans les titres, un réseau de transvasement du gaz butane vient d'être démantelé à Ndautré. Depuis 2 ans maintenant, des activités illégales sont pratiquées dans la commune d'Abobo sous le compte de la commercialisation du gaz butane. Et cette opération consiste à transférer le contenu des bouteilles B6 dans les bouteilles B12 avant la mise sur le marché. Et c'est une pratique très dangereuse. Frédéric Oulaye, Mama Traoré. Sotrapim, sous-quartier de Ndautré, dans la commune d'Abobo. Dans ce dépôt commercial de gaz butane, se déroulait quotidiennement une activité illicite de transvasement. Sur dénonciation, la sous-direction de la répression du ministère du Commerce mène une descente sur les lieux pour un démantèlement, avec à la clé la saisie de 637 bouteilles, dont 537 en format B6 et 100 B12. Il s'agit d'une pratique frauduleuse qui consiste à prendre des bouteilles de gaz butane, 2 bouteilles de B6 que ces trafiquants transvasent dans des bouteilles de B12. Cette pratique-là, même si elle donne des gains financiers,
Mais la réalité, c'est que le consommateur final sort perdant. Non seulement le transvasement n'a pas donné les 12,5 kg, le B12, mais également il y a un risque énorme. Parce que le consommateur qui va prendre cette bouteille, qui n'est pas fermée comme il se doit, donc il y a des risques d'incendie qui peut entraîner de lourdes pertes. À notre arrivée sur les lieux, les contrevenants avaient déjà déserté le site, emportant avec eux le matériel servant à cette activité illégale, ce qui n'écarte pas le risque de reprise de cette pratique ailleurs, avec son corollaire de conséquences nuisibles à la fois pour l'économie nationale et surtout pour la sécurité des consommateurs. La menace des réseaux de contrebande se répand et motive le ministère du Commerce à rencontrer les distributeurs du secteur gazier pour une synergie d'action. Mener une telle lutte ne consiste pas seulement à rester dans les 4 murs ici. Pour faire des réunions, il nous faut aller sur le terrain. Et ça va nécessiter un dispositif à mettre en place. C'est pour ça que je vous exhorte à vraiment intégrer la lutte contre le reconditionnement clandestin et illégal des bouteilles de gaz dans vos stratégies. C'est vrai, en premier lieu, ça regarde l'État à travers ses structures compétentes, mais vous aussi, c'est des manques importants à gagner, c'est une dégradation de l'image et c'est aussi dans l'intérêt de nos populations qu'il faut protéger. Le ministère du Commerce appelle les populations à dénoncer de telles pratiques au numéro vert 1343. Voilà, et espérons que le message sera entendu. On reste toujours dans la commune d'Abobo. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a procédé ce matin même au lancement de l'opération de curage des ouvrages de drainage des eaux de pluie. Et cette opération s'étendra à l'ensemble des communes du district d'Abidjan. Une action qui s'inscrit dans la grande saison des pluies, c'est-à-dire éviter les drames liés aux saisons pluvieuses, nous rapporte Grace Kando. À Abobo Nguessankwa, les ouvrages de drainage des eaux pluviales sont utilisés à d'autres fins. En témoigne ce décor. On y trouve tout type de déchets solides. Franchement, le quartier est trop sale. Quand on passe, le don nous dérange beaucoup. Ça envoie des moustiques dans le quartier. Les caniveaux sont bouchés. Ici, on n'arrive pas à respirer. Il y a les restaurants ici. On mange, on n'arrive même pas à bien manger. La grande saison des pluies s'annonce à grands pas. Pour éviter des risques d'inondation, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, à travers l'ONAD, lance une opération de curage des ouvrages de drainage des eaux pluviales. Tous les ouvrages de drainage des eaux pluviales sont pris en compte dans cette opération. Aussi bien les grands comme les bassins tampons au carrefour de l'Indénié, comme les barrages, ce qu'on appelle les barrages créteurs, comme par exemple celui de Bonoumen, de la Palmeraie derrière le 35e. Tous ces ouvrages-là sont des ouvrages qui sont conçus et réalisés pour gérer les eaux de pluie. Ces ouvrages ne sont pas destinés à recevoir autant d'ordures ménagères, de produits de toutes sortes, des raccordements anarchiques d'eau usée. Lorsqu'il va pleuvoir, naturellement, ces caniveaux ne vont pas jouer leur rôle s'ils ne sont pas curés. Ce n'est pas normal que chaque année, les travers de certaines personnes puissent mettre en mal nos plans d'action. L'opération va s'étendre sur toutes les communes du district d'Abidjan et va coûter plus d'1 milliard de francs CFA. Beaucoup de maisons dans les parages n'ont pas de fosse septique. Donc les eaux de leurs toilettes, les eaux de leur cuisine, les eaux sales après le linge, tout ça vient dans les caniveaux. Nous allons passer dans quelques temps à la répression. La brigade d'assainissement et de salubrité du ministère, en coopération avec les polices municipales, nous serons obligés de visiter les maisons et vérifier que ces maisons-là disposent de systèmes d'assainissement. S'il n'y en a pas, la loi va s'appliquer dans toute sa rigueur. Dénommée pré-saison des pluies, cette opération a pour but de rétablir la capacité des ouvrages à évacuer les eaux de pluie. Après Koumassi, 10 nouvelles agoras seront construites à l'intérieur du pays. Touba, ville située au nord-ouest de notre pays, dans la région du Bafing, accueillera la toute première agora hors d'Abidjan et la première pause vient d'être effectuée. Nous témoigne notre correspondant sur place, Eve Bouy. C'est sur cet espace de 2,6 hectares situé au quartier Dar es Salaam que sortira de terre dans 6 mois l'agora de Touba. Le projet Agora est le fruit d'un partenariat entre la France et la Côte d'Ivoire.
La première agora a été inaugurée à Koumassi en 2019. C'est un complexe sportif modulable à plusieurs vocations, sportif, social, commercial et événementiel. Il faut savoir que c'est une idée au départ originale des présidents Macron et Ouattara. Ils en ont parlé ensemble et la Côte d'Ivoire est le premier pays dans le monde où il y a des agoras. Et ça a tellement marché à Koumassi que le Kenya nous a contactés pour dire nous aussi on veut une agora. Donc je trouve que c'est formidable que ça soit en Côte d'Ivoire, c'est pas par hasard. Les relations entre nos deux pays sont exceptionnelles. C'est une première, c'est quelque chose qui va permettre à des jeunes de pouvoir s'occuper sainement et puis d'avoir des perspectives également. Qui sait, peut-être qu'il sortira d'ici de grands champions qui feront honneur non seulement à la région mais surtout au pays. Une initiative bienvenue pour les populations. L'agora pour moi c'est synonyme d'abord de développement économique et développement social parce que c'est non seulement un complexe sportif, mais également c'est un espace entrepreneurial pour nos parents, pour tout le monde. C'est un sentiment de joie qui nous anime et ce sentiment de joie-là nous amène à traduire toute notre reconnaissance et notre gratitude. Dans un premier temps à son Excellence, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, à sa suite avec l'État français. L'agora de Touba fait partie d'un contrat de construction en 2023 de 10 agoras à Abidjan et à l'intérieur du pays. Cela permettra de doter le territoire en infrastructures adéquates. L'épine dorsale des infrastructures de la CAN, c'est Korogo, c'est Boaké, c'est Yamsoukro, c'est San Pedro et Abidjan. Pour permettre un maillage territorial réussi, nous sommes sortis d'Abidjan avec les agoras pour aller vers et au contact des populations. Et la première agora sera Touba. Et demain, nous irons à Dimokro. Après, ce sera Béomi. Nous irons partout en Côte d'Ivoire progressivement. À terme, ce programme vise la construction de 91 infrastructures socio-sportives et culturelles sur l'ensemble du territoire ivoirien. Voilà une très bonne nouvelle pour notre jeunesse. À l'étranger, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé aujourd'hui la prolongation de l'accord international sur l'exportation des céréales ukrainiennes, sans en préciser la durée. Ankara avait précédemment affirmé espérer une extension de 120 jours, alors que la Russie insistait pour un accord de 60 jours. De son côté, le ministre ukrainien des infrastructures a remercié l'ONU et la Turquie pour la prolongation de l'accord international sur l'exportation des céréales ukrainiennes. Et nous sommes samedi, vous l'imaginez, on passe maintenant à la page culture de ce 20h. Le stade municipal de Boundiali abrite depuis quelques jours les concerts du festival Diéguélé, festival international du balafon, et plusieurs artistes ivoiriens burkinabés font montre de leur talent. L'apothéose est prévue aujourd'hui et nous rapportent Issa Tchunayeo et Ngata Kwame sur place. Boundiali, la capitale de la Bagoué, vit au rythme du balafon. Au stade municipal de la ville, une brochette d'artistes venus de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso donne de la voix et du rythme au festival Diéguélé, festival international du balafon. Neko Bala, enseignant à l'école de musique à l'INSAC, est l'une des attractions de ce festival Diéguélé 7, montre sa maîtrise de l'instrument traditionnel, patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO, à la grande joie du public. Le balafon, ça rassemble. Si le festival de Diéguélé ne s'organisait pas, je pense que peut-être à pareil moment, le coin serait calme et puis il n'y a pas d'activité, rien du tout. Tout ce qui est festival, surtout festival international du balafon, c'est une valorisation de ce qu'on a de plus cher au nord. Donc je suis venu voir ce que cela vaut pour voir comment on peut faire un transfert éventuel ailleurs chez moi haïtien. Le festival Diéguélé, c'est aussi le concours du meilleur danseur de balafon, remporté cette année par Koulibaly Ngano. Les spectacles, le festival s'est enrichi avec la conférence débat sur le thème culture et développement local. La culture renferme deux dimensions, une dimension matérielle
et une dimension immatérielle. Le développement aussi renferme les deux notions, c'est-à-dire matérialité et immatérialité. L'aspect matériel de la culture, c'est cet aspect-là qui concourt à générer des ressources financières, mais aussi à créer des emplois. Le festival Kékélé 7 prend fin ce soir avec le concert de l'artiste malien Abdoulaye Diabaté et bien d'autres au stade municipal de Bouyali en présence de nombreuses personnalités. Et on distille aussi de l'humour. Dans ce 20, justement, Bonjour, votre émission d'humour que vous aimez et qui est produite par la RTI, fait le tour dans le pays. L'équipe de production et les humoristes ont fait escale à Fekese-Dougou dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et le riz était au rendez-vous, nous rapporte Pagasoro Kone Demadonji. C'est ici, à la place Alassane Ouattara de Ferké, ville située dans la région du Tchologo, au nord de la Côte d'Ivoire, que humoristes, équipe de Bonjour, émission humoristique de la RTI, parrains, élus, cadres et population se sont donné rendez-vous pour des moments de rire et de gaieté. Sur le podium, les humoristes sont très inspirés, tiennent le public en haleine. Soleil de Ferké, ça peut allumer cigarette. On est arrivé au fait, on a vu un poulet, le temps de la neveu, c'est plus. On dit, il y a quoi? Il dit, voilà, il est débardeur. Au nom du directeur général, M. Fosseni Dambélé, qui dit merci encore à cette vaillante population de Ferké. Parce que ici, regardez, c'est l'union totale. Et Bonjour aussi, c'est ça. C'est de se retrouver, passer des temps agréables ensemble. Tout le monde est présent ici ce soir pour dire bonjour Ferké. La qualité des prestations des humoristes fort appréciée par le représentant du président du conseil régional du Tchologo, patron de ce grand rendez-vous du rire, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et par le parrain, l'honorable Siloué Nyeneyeri Jacques. Ils se réjouissent de la forte mobilisation des populations, mais surtout de la discipline dont elles ont fait preuve. Cette cérémonie n'a été possible que par la volonté de certaines personnalités. Je voudrais exprimer en votre nom à tous et en mon nom personnel notre gratitude et notre profonde reconnaissance à un homme d'exception, M. Téné Birahima Ouattara. Je voudrais adresser nos sincères remerciements à M. le directeur général de la RTI et à tous ses collaborateurs qui animent l'émission Bonjour. La joie des autorités partagée par le public sortent nombreux pour communier avec les humoristes. On ne croyait pas, on ne connaît pas. On nous a dit non, Bonjour 2023, ça fait que bon, on ne croyait pas. Et Dieu a fait vraiment que le rêve s'est réalisé. Donc on tient à vous dire merci et merci aussi au ministre d'État. C'est la première fois. Franchement, on est très heureux. On est là, même si c'est à 1h du matin, même si c'est à 3h du matin, on est là, on est très contents. Ça permet de savoir, de voir directement en live ce que nous voyons à la télévision. Et vraiment, on est très satisfaits. C'est l'avis de tout le monde à Ferké ici. Fini Bonjour 2023 à Ferké. Prochaine destination pour humoristes et équipes de production d'autres villes de l'intérieur pour plus d'humour et de rire. À Ferké ici, moi j'ai vu moto qui parle. Il y a un gars qui a appuyé moto là, et puis j'entends patron, ici qui donne, ici qui donne, ici qui donne. Voilà, et que c'est beau de sourire à la vie, ça se passe pas ailleurs sur RTI 1. Justement, nous allons parler maintenant de dédicaces. Il s'agit des écrivains Koulibaly Lassina et Venance Conan qui viennent de dédicacer des ouvrages. Et cette activité s'est faite autour du thème de l'ivoirien nouveau. Machati Ouattara, Didier Nguessan. Mettre en avant le travail, la probité, l'amour pour son pays et le respect des institutions. Ceci n'est pas un idéal, mais le concept de l'ivoirien nouveau dans les œuvres littéraires de Venance Conan et du professeur Lassina Koulibaly. Le dernier est l'auteur de la doublure et du monologue. Le premier a écrit Robert et les Catapillars. Les Catapillars, ces ingrats, Catapillars, chef de village. C'est à travers ces différentes œuvres poétiques et romantiques que les auteurs se proposent de promouvoir l'ivoirien nouveau dans les institutions d'enseignement supérieur afin que le concept habite la relève de ce pays.
que la notion d'ivoirien nouveau soit la métaphore obsédante de cette jeunesse et qu'elle puisse s'honorer d'être des citoyens modèles. Nous avons décidé de faire une tournée, ce qu'on appelait notre dédicace tour, faire des dédicaces dans les universités et pour promouvoir l'ivoirien nouveau. Nous pensons que c'est notre petite contribution aussi, parce que c'est bien beau d'avoir la Côte d'Ivoire qu'on a là, mais il faut pouvoir penser à la pérennisation de ce qui est réalisé, l'entretien de ce qui est réalisé. Et il faut que ce soit fait par une jeunesse qui développe un certain nombre de valeurs. C'est inculquer à la jeunesse ivoirienne des codes de valeurs de travail, codes de valeurs d'éthique, codes de valeurs de probité, pour permettre donc le développement de cette conscience-là, qui va permettre l'émergence de ce que nous avons appelé l'ivoirien nouveau. Cette série de dédicaces a débuté ce 14 mars 2023 à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je suis en compagnie d'un confrère, le journaliste écrivain Serge Bilé. On parlera du prince Aniaba, le mousquetaire ivoirien de Notre-Dame de Paris et son dernier ouvrage. Je vous retrouve avec plaisir, Serge Bilé. Alors, après Aimé Césaire, Houphouët-Boigny, j'en passe et j'en oublie, puisque vous en avez tellement écrit. Votre nouvel héros est Aniaba, ce qui vous venez d'écrire. Qui est ce prince Eotile? Aniaba est un garçon qui a connu une histoire extraordinaire. C'est un prince Eotile qui s'est retrouvé otage chez les Essouma lorsque les Essouma ont vaincu les Eotile et qui ensuite s'est retrouvé en France parce que lorsque les Essouma ont voulu faire des transactions avec la France, et donc il y a eu un gage, les Français ont laissé en otage, entre guillemets, donc un prêtre, et puis Aniaba est parti donc, comme gage aussi donc, en France avec un de ses compagnons, et là commence son aventure, d'abord avec des religieux, ensuite il rencontre Louis XIV au château de Versailles, Louis XIV le fait baptiser et l'envoie donc dans une compagnie de cavalerie où il devient mousquetaire, le premier mousquetaire noir, il fait la guerre en Belgique, et puis après donc les Français veulent le ramener à Signy pour l'installer sur le trône, et c'est là que tout part en vrille. Vous allez nous en dire davantage. La vie de ce héros du XVIIe siècle vous a fasciné, tout comme nos reporters Serge Pacom Didi et Franck Quadio qui ont lu et bien résumé votre ouvrage. On va suivre ensemble et on en rediscute. Le sud-est ivoirien est connu aujourd'hui pour ses plages magnifiques et ses sites touristiques, mais également pour son passé glorieux et ses figures légendaires. Ses habitants s'enorgueillissent de leurs ancêtres, au nombre desquels figure le prince étoilé Jean-Louis Aniaba. L'œuvre littéraire Prince Aniaba, le moustiquaire ivoirien de Notre-Dame de Paris, écrit par le journaliste écrivain Serge Bilé, retrace à travers l'exemple du prince Aniaba un pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire et ses rapports avec la France. Ce livre de 202 pages explore donc l'incroyable destin de Louis-Jean Aniaba, réalisé pendant 5 ans. Cette œuvre raconte son enfance à Assigny et son voyage en France. C'est à l'âge de 15 ans que le prince Aniaba est envoyé en France par le roi d'Assigny de l'époque, une façon d'engager des rapports commerciaux entre la France et le littoral ivoirien. Arrivé en France, il est reçu par le roi Jean-Louis XIV, le roi de France, qui le prend en amitié. Il le fait baptiser. Traité donc avec égard à son arrivée en France, Aniaba devient mousquetaire en Picardie, puis est renvoyé chez lui, dans la perspective d'être couronné et de servir les intérêts de ses nouveaux amis. Les circonstances de son voyage retour, l'accueil que lui réservent les siens à Assigny. Autant de questions que traite l'auteur Serge Bilé dans cette œuvre qui constitue la 28e de sa carrière d'écrivain. Voilà, et donc ouvrage bien lu, bien résumé pour nous par Serge Pacom Didi, Franck Quadio et Sephora Zegui, notre consoeur de RTI1. Alors, comme l'historienne Henri Dari Diabaté, grande chancelière, qui a publié en 1975 une œuvre sur Aniaba et Nassigné à la cour de Louis XIV, vous vous intéressez à ce prince Aniaba. Et il est le mousquetaire ivoirien de Notre-Dame de Paris, comme vous le dites. Dites-nous, quel est le trait d'union entre la cathédrale de Paris et Aniaba? Oui, effectivement, on a tous été surpris lorsque la cathédrale a pris feu. L'anniversaire, c'est bientôt, donc au mois d'avril, et que le roi, donc Amundofu V, donc a apporté une offrande pour pouvoir donc participer à la reconstruction. Et il a dit à cette époque-là, il a dit à ce moment-là, que c'était en raison des liens qu'il y avait entre son royaume et la cathédrale Notre-Dame de Paris. En référence donc à Aniaba. Aniaba, parce que ce qu'il faut savoir, lorsque Aniaba arrive à Paris, on lui conseille d'aller visiter Notre-Dame de Paris, et là, il est transfiguré.
et il décide d'être baptisé. Et c'est comme ça qu'il rencontre Louis XIV. Donc après, il y a toutes les péripéties lorsqu'il est envoyé, donc, comme je disais, en Picardie et qu'il devient mousquetaire. Et au moment où il doit rentrer à Assigny, en 1701, il décide de lui-même de créer des insignes de chevalerie. Et il demande l'accord de Louis XIV, qui lui donc donne son accord. Et là, il va à la cathédrale de Paris, pour Notre-Dame de Paris, pour recevoir ces insignes. Donc la cathédrale est au début de la mission d'Aniaba et à la fin de sa mission, en tout cas la fin de sa mission française. Et c'est pour ça que c'était important que pour le roi, au moment de l'incendie, de participer naturellement donc, à cette reconstruction. Donc un pont Assigny-Paris, vous allez nous en dire davantage. Alors l'épopée commence, vous l'avez dit, en 1687, et selon l'histoire, vous l'avez dit également, Aniaba est envoyé cette année-là en France. Dites-nous, quel est le sens de ce voyage? Vous savez, Aniaba n'avait que 15 ans. Vous savez, à l'époque, il faut se remettre dans l'époque, quand il y avait des guerres comme ça, ou quand il y avait des traités commerciaux, on avait l'habitude de prendre des otages ou d'avoir des gages qui étaient des gages humains. Et donc, Aniaba était le gage humain, comme quoi, effectivement, ces forts français seraient donc construits à Assigny, mais ce n'était pas seulement que les forts, c'est que ce qui est intéressant pour eux, au-delà des forts qui vont permettre effectivement le commerce, c'était aussi d'exploiter l'or, parce qu'on pensait qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'or à Assigny. Et on disait, et les Français disaient qu'ils voulaient faire d'Assigny le nouveau Pérou, c'est-à-dire que quelque chose d'extraordinaire. Et donc, il y avait des gages humains, et Aniaba était le gage humain, comme quoi les Essouma allaient respecter leurs paroles et permettre aux Français de venir s'installer. Et Aniaba bénéficiait de la protection de Louis XIV. C'était une protection intéressée? Forcément, à cette époque-là, on ne fait pas des choses gratuitement. Et ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il rentre dans une aristocratie où il est hyper bien accueilli. Il bénéficie non seulement d'une certaine somme d'argent, il bénéficie de précepteurs, il bénéficie de chevaux. En tout cas, il était dans les bonnes grâces, comme on le dit chez nous ici en Côte d'Ivoire. Et il prend plaisir aussi à s'occuper des femmes françaises. Donc voilà, Aniaba a une très très belle vie. D'ailleurs, au moment où on veut le ramener en Assigny, il ne veut pas, il veut rester. Et il passe 10 ans. Et oui, son compagnon Anouma est rentré, mais lui, il ne veut pas. Et finalement, on va lui forcer la main pour qu'il rentre. Et c'est à la mort du roi d'Assigny qu'il va quitter la France après 10 ans pour regagner la Côte d'Ivoire, son pays, dans la perspective d'être couronné. Mais ce rêve ne se réalisera pas. Oui, parce que le rêve des Français, c'était d'installer quelqu'un qui serait donc à leur solde. Et donc, naturellement, le roi Akassini, qui avait succédé donc, au roi Zéna, était sur le trône, et Aniaba ne pouvait pas prendre ce pouvoir. Donc, ils sont partis avec des soldats pour appuyer Aniaba, pour qu'il puisse justement prendre le pouvoir à Assigny. Malheureusement pour lui, la population d'Assigny faisait bloc derrière son roi, et il était hors de question de pouvoir laisser la place à qui que ce soit, et donc l'entreprise a échoué. D'accord, et justement son ascension, ses privilèges prennent fin après de multiples désaccords avec les autorités françaises. Dites-nous, que vous inspire un tel destin hors du commun? Disons que déjà pour moi c'est important, ça fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire, et puis c'est aussi une histoire qui se répète. On voit bien que ce qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique, elle prend déjà racine dès Louis XIV. On voit bien que Aniaba est le précurseur, malgré lui, des coups d'État en Afrique. Donc ce sont des choses qui sont intéressantes aussi. Et les leçons que vous en tirez? Les leçons qu'on en tire, c'est que justement, les peuples doivent être capables de pouvoir se souder pour éviter que ce genre de choses, que des interventions extérieures puissent manipuler, puissent chambouler l'ordre établi dans ces pays-là. Et donc c'était le cas à Assigny, et ça, on peut leur dire bravo. D'accord. Avec Boni, l'un de vos ouvrages, L'esclave guyanais, vous posez un pont entre la Guyane et la Côte d'Ivoire. Et avec le prince Aniaba, on voit tout de suite, c'est un pont entre la Côte d'Ivoire et la France. Alors, quel message du journaliste écrivain, du chercheur que vous êtes? En fait, nous les chercheurs, que ce soit les historiens, que ce soit les journalistes, notre travail, nous, c'est de chercher l'histoire, de la raconter. C'est très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'archives, et que d'ailleurs la plupart des archives se trouvent en France. Et aujourd'hui, grâce à des recherches et puis grâce aussi à ces archives qui s'ouvrent, on a pu avoir des éléments nouveaux qui complètent le travail donc, de Daria Diabaté, et puis en plus surtout l'ouvrir à une population plus jeune qui ne connaît pas cette histoire, avec une lecture beaucoup plus simple. Donc l'important pour nous, c'est de transmettre l'histoire. Et souvent, il n'y a pas de message plus particulier que connaître son histoire. Tout à l'heure, au moment de ma dédicace, j'étais donc avec une consoeur à vous qui me disait qu'elle était issue d'une ethnie qu'on appelait les Neyos. Et je lui dis, mais est-ce que tu sais que les Neyos étaient des vendeurs d'esclaves? Elle m'a dit, mais non, c'est pas possible. Et donc je lui prends un de mes livres, qui était le livre Boni, dans lequel j'ai rapporté des archives sur ces Neyos qui, en 1725, ont détruit un village voisin, ont pris des Ivoiriens et les ont vendus aux Français, et les ont vendus en plus à un prix dérisoire. Donc c'est pour dire que connaître l'histoire, c'est aussi connaître ce que nous avons été,
c'est apprendre aussi à être plus tolérant, être capable de pouvoir mieux s'ouvrir les uns aux autres. Et le problème aujourd'hui, c'est que justement, nous parlons de choses que nous ne connaissons pas. Notre histoire regorge de faits très riches. Malheureusement, ces archives se trouvent en France, mais dans ces archives-là... Et tout le monde n'a pas les moyens pour s'y rendre. C'est vrai. Tous les chercheurs n'ont pas les moyens pour s'y rendre, pour connaître cette histoire, cette très belle histoire de notre Afrique. Ceux comme moi qui peuvent le faire, mais il faut faire leur travail, et c'est important de faire son travail. Et finalement, on a la réponse à la question pourquoi le roi du Sanvi, Amon Ndoufou, a fait le don à la France pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris emportée par les flammes. Je répète ma question, les ponts que vous tissez entre les pays étrangers et la Côte d'Ivoire. Ben, disons que ça permet déjà de mieux nous connaître. On n'a pas l'air comme ça, mais quand on fait le travail avec les Boni, c'est extraordinaire. Justement. De voir comment est-ce que des esclaves ivoiriens, Agni, Baoulé, sont partis au Suriname, après sont retrouvés donc en Guyane et ont réussi à conserver la culture, une partie de la culture de chez nous, avec des prénoms de chez nous, Kwame, Kofi, Afiba. Donc ça apprend aussi à nous connaître, parce que quand on connaît son histoire, on apprend à se connaître. Donc connaître notre histoire dans le rapport qu'on a eu avec les autres, que ce soit donc dans les Outre-mer, ce qu'on appelle les Outre-mer aujourd'hui, ou dans les rapports qu'on a eu avec la France, ça permet de mieux nous connaître et peut-être aussi de mieux nous rassembler. J'entendais tout à l'heure dans un reportage qu'on disait que c'était bien important de se retrouver parce qu'on a connu des crises qui étaient difficiles. Et c'est vrai, c'est important de dire ces choses-là. Mais se retrouver, c'est bien. Et l'histoire permet de se retrouver aussi. Merci beaucoup, Serge Bilé. Merci de percer les secrets. Il faut pouvoir renforcer ces mémoires vivaces que vous rapportez. Il faut le faire, et on essaye de le faire modestement avec les moyens que nous avons. Mais c'est important qu'on accorde une place aujourd'hui à la recherche, qu'on accorde une place aujourd'hui à l'histoire, parce que l'économie passe aussi par une connaissance de son histoire. L'histoire et la culture, c'est primordial. En 30 minutes, ce personnage vous a fasciné, vous, Serge Bilé, oui, Aniaba. Oui, qu'est-ce qui vous a fasciné? Je mentirais si je disais le contraire, parce que je me suis retrouvé un peu en lui. Moi, je suis parti à l'âge de 13 ans, donc je sais ce que c'est que de partir très jeune en France et de se retrouver dans un pays qui n'est pas le sien. Je sais ce que c'est que de se battre pour ne pas s'acculturer, pour pouvoir garder une partie de soi-même. Je sais ce que c'est. Donc, j'imagine sa douleur, j'imagine ce qu'il a pu vivre. J'imagine aussi ses joies avec des rencontres nouvelles et extraordinaires. Et tout ça, c'est important. Et cette jeunesse devait retenir en un mot. Mais il faut déjà que chacun se retrouve soi-même. La jeunesse d'Aniaba et sa jeunesse, la connaître permet donc à chacun de voir quelles sont les choses qu'il faut éviter, quelles sont les choses qui peuvent aussi être extraordinaires. Et ça permet à chacun de se ramener à lui-même et peut-être d'être meilleur. Merci beaucoup, Serge. Vous êtes revenu au pays. 13 ans, vous êtes parti, vous êtes là aujourd'hui. 50 ans. Et vous continuez d'écrire. Je continue d'écrire, oui, je travaille déjà sur un prochain livre pour le mois de septembre. Merci beaucoup, Serge Bilé. Voilà, avec Serge Bilé, chaque livre devient comme un nouveau voyage, un voyage instructif sur notre histoire et les hommes qui l'ont marqué. Reste que ces œuvres, comme je l'ai dit, vivaces, mémoire, soient davantage consolidées pour le rayonnement de notre culture. Vive donc la culture africaine. Merci Serge. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même plaisir, le même bonheur, le même sourire demain 20h.